Alors je continue donc cette conférence. Nous allons attaquer maintenant la réflexion pardon, et le développement de l'enfant. Alors hier j'ai fini la vidéo avec les deux types d'apprentissage cognitif, je suis passé un peu rapidement dessus. Donc l'automatisation par la pratique et le contrôle par l'inhibition. Il faut savoir que ces deux types d'apprentissage qui font intervenir donc nous pouvons dire toutes les régions cérébrales et même en partie corporelles. Ces deux types d'apprentissage donc se coexistent en fait dès la naissance et se développeront jusqu'à l'âge adulte. Donc déjà cela veut dire deux choses. C'est que cela va nous poursuivre en quelque sorte une bonne partie de notre vie et surtout la partie de notre vie essentielle qui fait partie du développement de l'intelligence en quelque sorte, on pourrait dire. Cela veut également dire qu'il y aura beaucoup de difficultés, qu'il faut l'accepter car cela se développe lentement. Nous allons voir tout ça, d'accord, puisque imaginez entre 0 donc dès la naissance et même on pourrait dire avant la naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est énorme. Donc cela nous laisse également le temps on a beaucoup de marge de manœuvre en fait si vous voulez, mais cela est également assez compliqué. Nous allons voir tout ça. Donc la réflexion maintenant est le développement de l'enfant. Donc l'enfant dans son développement passe par différents stades au niveau alors même d'ailleurs au niveau psychologique, ça a été prouvé X fois, mais ça nous n'allons pas forcément nous attarder là-dessus, mais au niveau des automatismes et surtout du passage de l'automatisme à la pensée réflexive. C'est ça qui va nous intéresser pour l'instant, d'accord. J'essaie de cibler un peu parce que, si vous voulez, ce genre de sujet d'étude regroupe tellement de domaines différents que l'on pourrait s'évader et partir dans différentes directions, ce qui est intéressant. Mais restons là-dessus. Donc je disais justement que les deux coexistent dans le cerveau humain dès la naissance. Donc nous allons étudier maintenant les mécanismes de l'intelligence qui consistent à déterminer les situations dans lesquelles l'individu devra choisir entre spontanéité et pensée réflexive. La spontanéité, c'est justement associé à l'automatisme. Nous allons voir les termes concrets après dessus. Et la pensée réflexive, comme son nom l'indique, évidemment, c'est le fait que l'on contrôle les choses par l'inhibition, on réfléchit, on progresse, etc. etc. D'accord ? Bon. Lorsque l'enfant apprend à résister contre sa spontanéité, alors ça c'est évidemment la chose, encore une fois, la plus difficile pour les enfants en bas âge, bien sûr, entre 0 et 3 et 5 ans on pourrait dire. Et quelque part, je fais une parenthèse, mais c'est la base même de l'apprentissage musical, ça vous voyez. Lorsque l'enfant apprend à résister contre sa spontanéité, voilà, il développe une forme de pensée qui n'est pas seulement basée sur ses automatismes, mais elle est axée sur la réflexion. Et ça, c'est le moteur de son développement. D'accord ? De manière générale, l'enfant se développe ainsi par la pensée réflexive et non pas par ses automatismes. Alors attention, là aussi, encore une fois, il faut toujours essayer je cherche le terme, de tempérer les propos, dans le sens où, c'est-à-dire que les automatismes et l'intuition sont particulièrement intéressants, évidemment. D'accord ? Encore une fois, pas d'amalgame. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, le fait de réfléchir permet de passer au stade supérieur, tout simplement. Voilà comment on pourrait le définir, en fait. Comme je dis souvent aussi, c'est un peu la même comparaison avec l'apprentissage musical, c'est le mélange parfait entre l'intuition et la connaissance. Oui, ça se retrouve déjà chez les bébés. L'intuition, qu'est-ce que c'est l'intuition à votre avis ? Ce sont des automatismes, c'est le fait de raisonner de façon immédiate, les impulsions on pourrait dire. Et les connaissances, qu'est-ce que c'est les connaissances ? C'est le développement de l'intelligence, c'est l'apprentissage, c'est toutes ces choses-là, c'est la base même de la réflexion, le fait de faire marcher, d'activer son cerveau. C'est la base du développement tout ça. C'est un mélange en fait d'automatisme et de réflexion. Voilà. Vous voyez, tout va s'enchaîner vraiment, vous allez voir dans cette conférence, depuis vraiment le bébé jusqu'à l'enseignant, on pourrait dire le professeur de piano, on va dire dans mon cas, parce que c'est mon cas à moi, mais bon, ça pourrait se généraliser pour beaucoup d'autres domaines. Nous possédons donc tous en nous, on va revenir un peu sur notre sujet, cette capacité mentale qui consiste à inhiber
nos impulsions. Tous les bébés le possèdent. Mais encore faut-il en avoir conscience. Et là, ça se complique évidemment. La fameuse prise de conscience va jouer un rôle très important tout au long de la vie. Pour plein de choses, que ce soit l'apprentissage de la lecture, la reconnaissance d'un chiffre, d'un visage, la reconnaissance d'une note sur une portée, la reconnaissance d'une phrase musicale, d'une certaine sonorité, etc., etc. D'accord, ok. La prise de conscience, qu'est-ce que c'est à la base? Pour faire une petite parenthèse, c'est le passage de l'inconscient au conscient. Au passage, évidemment, disons que nous ne connaissons même pas les limites de l'inconscient actuellement, tellement elles sont grandes. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? C'est une partie de notre cerveau qui travaille sans même que l'on s'en rende compte. C'est assimilé en fait à des tas de processeurs, si vous voulez, qui font qui produisent une énergie, une activité mentale. D'ailleurs, tout ceci est mesurable, est parfaitement mesurable avec des IRM, avec tout un tas de machines pour mesurer l'activité encéphalographe, enfin magnéto et électro. Et donc, bref, toute l'activité électrique des circuits neuronaux est parfaitement mesurable. Et on voit même d'ailleurs que dès tout petit, la prise de conscience existe, dès bébé. Dès que l'on est, dans les premiers mois, elle existe, cette prise de conscience. Et qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque, je ne sais pas moi, imaginons que l'on vous donne une série de chiffres. On vous demande de repérer le nombre 1248. Allez, on va imaginer ça, d'accord, comme expérience. Ce sont des expériences d'illusion. Tous les chiffres des filles, etc. Il y a un moment où vous allez les voir, forcément, mais vous allez mettre un certain temps. Et bien, ce délai, qu'est-ce que c'est? C'est le passage de l'inconscient où l'œil balaye tous les chiffres. Le passage de l'inconscient à la prise de conscience, ça se fait par, d'un coup, une suractivation cérébrale. En fait, il y a d'un coup, hop, plein de zones qui sont irriguées de régions cérébrales qui s'activent en même temps. On appelle ça un embrasement cérébral. Et cet embrasement de différentes régions, en effet, il a été prouvé X fois, avec encore une fois tout un tas de machines, que cet embrasement était en harmonie directe avec la perception, puisque là on parle de reconnaissance d'un chiffre, n'est-ce pas, avec la perception. Alors que dans le domaine de l'inconscient, au départ, non, il n'y a pas de corrélation, ce n'est pas corrélé avec le résultat obtenu. Mais c'est ainsi, c'est le processus, et ce processus mental va se développer dès tout petit. C'est ce qui fait que les parents doivent absolument éveiller leurs enfants, et leur faire prendre conscience de ceci, de cela, de ce qui se passe autour d'eux. Voilà. Et puis bon, comme j'aime bien le répéter toujours, au niveau psychologique, ce sont les facteurs de protection, on appelle ça, qui là vont être importants aussi dans le cas d'une activité artistique, lors de la résistance psychologique. On va y venir un peu plus tard. Donc bref, nous possédons tous en nous cette capacité mentale qui consiste à inhiber, c'est-à-dire à supprimer temporairement nos impulsions, encore une fois, et faites preuve d'écoute, entendez, je n'ai pas dit à faire disparaître nos impulsions, pas du tout, à les inhiber temporairement, mais encore faut-il en avoir conscience, c'est-à-dire faire travailler les méninges en quelque sorte pour obtenir cette prise de conscience. Alors les enfants donc doivent être accompagnés et guidés par leurs parents, par leurs professeurs. Ils doivent découvrir et exploiter ce processus mental. Vous voyez, là encore une fois, dans les facteurs de protection chez les enfants, nous avons l'attachement, la création d'une niche sensorielle, on en avait parlé dans l'autre vidéo, la niche sensorielle stable, avec l'attachement parental, et qui aidera bien sûr pour créer un monde intérieur très fort. Et il y a le processus mental, c'est-à-dire la mentalisation, la découverte de ses propres émotions, la découverte des états d'âme, la découverte du mental, etc. etc. D'accord ? Ces choses-là sont particulièrement importantes pour développer une certaine résistance psychologique à l'effort, même d'ailleurs en situation artistique après, plus tard. Il y a une autre parenthèse qui me vient, et après j'arrête quand même parce que je m'évade beaucoup. Vous savez, j'ai lu ça récemment. Lors de la Seconde Guerre mondiale, je parle des camps, bien évidemment, ces événements dramatiques, eh bien, ce sont absolument pas, si on veut prendre des exemples extrêmes, ce sont absolument pas les bodybuilders qui résistaient le plus, ça, pas du tout. Pourquoi ? Parce que, évidemment, dès qu'ils avaient une dégradation des protéines musculaires, psychologiquement, c'était terminé. Ok ? Non, ce qui tenait le plus, c'était tout simplement, alors c'est une généralisation que je fais, mais bon, les artistes, les poètes, les musiciens, etc. Pourquoi ? Parce que justement, dans l'activité artistique, vous développez ce monde intérieur, vous développez tout un tas d'images,
tout un tas d'images sensorielles. Il y a la théorie idéomotrice, on y reviendra dessus, hein, encore une fois. Et tout ce monde intérieur, c'est une base sécurisante. C'est exactement le premier facteur de protection chez l'enfant qui est l'attachement avec la base sécurisante. C'est exactement la même chose en fait lorsque vous pratiquez une activité artistique. Donc vous voyez, il y a quand même il va y avoir, tout va s'enchaîner, encore une fois, je le répète. Hein. Donc voilà, je ferme cette parenthèse, mais tout ça pour dire que la formation d'un monde intérieur par la mentalisation est particulièrement importante et commence très tôt, dès le plus jeune âge. Donc voilà. Il est donc très important d'accroître cette faculté d'inhibition, n'est-ce pas, le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que chez l'adulte, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué si elle n'a pas été développée assez tôt. Pourquoi? Parce que le cerveau est déjà mature, c'est évident. Donc la résistance cognitive, le fait de résister au niveau de ses fonctions cognitives, on appelle ça c'est important dans la musique, on appelle ça la résistance cognitive, attention. C'est un concept qui est particulièrement utilisé chez les professeurs, notamment lorsque l'on teste en quelque sorte les fonctions cognitives d'un élève et lorsqu'on essaye de voir à peu près où il en est, dans quel stade au niveau de la charge cognitive. Ce sont des principes de psychologie mais qui se retrouvent dans l'enseignement. Donc cette résistance cognitive chez l'adulte est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lente. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un ancrage, encore un terme issu de ce domaine, un ancrage des mécanismes de pensée, un ancrage, un ancrage des automatismes, un ancrage des impulsions, des intuitions, n'est-ce pas? Et c'est très profond chez l'adulte, contrairement au bébé où on peut agir aisément. Alors bon, il est quand même toujours utile de reproduire cette méthode réflexive avec un élève adulte, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'à tout âge, il est possible d'évoluer, de faire évoluer ces circuits neuronaux. Ça, c'est un fait avéré depuis la nuit des temps, j'allais dire. Peut-être pas depuis la nuit des temps, mais depuis déjà au moins quelques années. J'espère en tout cas que les gens ont intégré ça. C'est-à-dire que le système neuronal est en constante évolution. On le constate même après des traumatismes, des comas, des choses comme ça. Les circuits se remettent, les fonctions se remettent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, s'il y a eu tout cet effort cérébral qui a été fourni et qui laisse une trace durable et indélébile par le cerveau, toutes les fonctions cérébrales reviennent et même continuent de se redévelopper, de se surdévelopper après le traumatisme, par exemple, si on parle d'un coma, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, ça a déjà été prouvé. Je n'invente rien, encore une fois, toujours. Ce que je raconte, c'est toujours extrait de lectures scientifiques et de documents vraiment à l'appui. Il n'y a rien d'inventé dans ce que je dis. Je l'interprète à ma façon pour essayer de le faire comprendre aux gens et surtout pour essayer d'apporter un peu plus de connaissances pour l'apprentissage musical. Bref, donc il est toujours intéressant de reproduire, je disais, cette méthode avec un élève adulte face à un problème de raisonnement, lorsqu'il est confronté à une situation technique, une situation musicale. Alors évidemment, donc loin de moi l'idée qu'un adulte pourrait améliorer ne pourrait pas améliorer ses capacités réflexives. Ceci est toujours possible à tous les niveaux et à tous les âges. Donc bref, nous parlions de ces deux systèmes de fonctionnement qui sont innés en quelque sorte dans le cerveau de l'enfant et puis après qui se retrouvent chez l'adulte. Donc c'est le fonctionnement heuristique, on l'appelle, n'est-ce pas, tout ce qu'on a dit, basé sur les réflexes, sur l'intuition, le raisonnement rapide, les associations, et ça se retrouve d'ailleurs dans la musique, dans l'apprentissage musical, tout ça va se retrouver. Et le fonctionnement algorithmique, qui lui au contraire, c'est tout l'inverse, c'est basé sur la logique mathématique, c'est la pensée réflexive. Là, le problème c'est que, on va y venir, voilà. Le problème donc du fonctionnement algorithmique, qui à mon sens évidemment est un des facteurs les plus importants pour le développement intellectuel, et le problème c'est qu'il nécessite un effort supplémentaire, un investissement, vous voyez, une surchauffe entre guillemets cérébrale. Pourquoi? Parce qu'il faut faire intervenir certaines fonctions cognitives, encore une fois, et cela demande une part d'analyse, mais évidemment le résultat du fonctionnement est nettement supérieur à la simple intuition. Pourquoi? Parce qu'il aboutit toujours à une solution qui est concrète pour le cerveau, qui va s'inscrire dans sa base de données. Tout ça va venir se greffer et va être réutilisable, transposable, n'est-ce pas? Dans différents domaines, on peut transposer les choses.
une solution concrète, une solution durable aussi. C'est ce que fournit ce mode de fonctionnement. Pourquoi? Dans le sens où elle va s'inscrire dans la mémoire à long terme. Et oui, ça aussi, il faut y penser. Ça joue un rôle important. Parce que nous aurons fourni, encore une fois, un effort cérébral pour l'obtenir. Et cet effort est tracé dans notre mémoire automatiquement. Et tout cela va venir s'inscrire, encore une fois, et enrichir notre fort intérieur. Et tout cela va se retrouver lors d'éventuelles déstabilisations psychologiques, et Dieu sait qu'il y en aura tout au long de notre vie, dans notre vie de manière générale, et également dans notre vie de pianiste. C'est ainsi. Donc le mode de pensée heuristique, lui, au contraire, il est tellement rapide, et c'est bien ça le problème, c'est qu'il empêche souvent les enfants de pouvoir raisonner logiquement et d'être rationnels. Il est bien là le problème. Et donc c'est là qu'intervient la fameuse inhibition. L'inhibition cérébrale, ce n'est absolument pas un gros mot, c'est juste le fait de résister à ce mode de fonctionnement et de pouvoir au contraire réfléchir comment, en activant ces méninges, j'aime dire, mais surtout en activant ce qu'on appelle la pensée réflexive, la logique mathématique. Voilà. Donc ce phénomène d'inhibition, il faut savoir qu'il intervient très tôt dans le développement des bébés. Et oui, et ça encore une fois, c'est toujours vérifiable avec les IRM et avec tout un tas de machines parce qu'on peut voir parfaitement l'activité cérébrale dans différentes zones, dans différentes régions. Il y a plein d'expériences qui ont été faites et même pas d'expériences parce que parfois les enfants sont amenés à faire ce type d'examen, c'est tout pour X raisons. Et c'est là que l'on se rend compte des choses, bien entendu. Et ce phénomène d'inhibition, et c'est là que je me révolte en quelque sorte contre l'éducation, je le répéterai toujours, l'éducation française, l'éducation à la française, on pourrait dire, c'est que cette notion d'inhibition et ce système logico-rythmique intervient tellement tôt chez les bébés que justement il faut l'exploiter au maximum. Alors évidemment, tout doit être ludique, c'est évident, mais je n'arrive pas à comprendre, si vous voulez, le comportement ahurissant de certaines personnes, certains adultes, qui pour moi ne sont vraiment pas adultes, en quelque sorte. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. Donc l'inhibition intervient très tôt chez les bébés, c'est ce que je voulais dire, d'accord, qui possèdent donc déjà cette faculté. Alors par exemple, on le voit avec la permanence des objets, ça c'est flagrant, c'est déjà la preuve même qu'ils font fonctionner leur cerveau, c'est d'ailleurs le premier stade en général. Et donc, il faut savoir que cette faculté d'inhibition, c'est-à-dire d'inhiber temporairement des réflexes pour faire preuve de réflexion, se situe dans le cortex préfrontal de notre cerveau. Alors là, évidemment, ça pose un petit problème, on va voir pourquoi. Lors de l'exécution de certaines tâches à effectuer, le système inhibiteur s'active, n'est-ce pas, afin de désamorcer les automatismes. C'est le but, d'accord, et d'enclencher le processus de réflexion. Ça, c'est la base de tout, n'est-ce pas? Donc ce principe de pensée réflexive, j'appelle ça ainsi, chez l'enfant, va être influencé, va l'influencer, va être influencé par le développement de sa culture, la culture apportée par son entourage. Donc là, encore une fois, on le répète, il y a toujours l'histoire, la notion de je n'y arrive plus à trouver le mot, d'interaction avec l'environnement, voilà, d'accord. Toujours le centre de gravité n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes, mais il est dans l'interaction avec l'autre. On se construit par l'autre. Le moi a besoin du toi, c'est ainsi, d'accord. C'est très connu ce genre de principe en psychologie, mais c'est particulièrement utile pour les enfants et pour la présence des parents, encore une fois, voilà, les parents qui travaillent toute la journée, qui laissent leurs enfants, moi j'en vois plein comme ça, puisque j'enseigne évidemment. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils sont là sur des jeux vidéo toute la journée. On arrive pour donner un cours. Ah bonjour monsieur, oui voilà, bon il se met au piano, tout se passe bien. Le cours se finit, bam, directement il revient sur sa console, oui sur la télé, ou elle ne fait rien. Enfin bon, il y a plein d'exemples comme ça, plein. Il n'y a aucun développement qui se fait, c'est une perte de temps totale. Ce sont des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et donc vous voyez là, on en revient toujours à certaines solutions que j'évoquais dans la première vidéo, mais bon, qui sont irréalisables malheureusement au niveau de l'éducation. Dans le sens où on devrait prolonger les congés maternité, paternité, pour que les parents puissent éveiller un maximum le sensoriel de leurs enfants et leur créer une niche, encore une fois, une niche sensorielle très stable, ce qui n'est pas le cas et c'est bien dommage. Bref, ce sont des réflexions, voilà, donc bref, d'où l'intérêt de développer la curiosité intellectuelle chez l'enfant, de lui apporter une éducation
culturel, c'est très très important, le plus tôt possible. Il faut l'éveiller, même sur le plan artistique d'ailleurs. Hein. Tous les bébés sont attirés par la musique, c'est connu. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui n'aime pas la musique? C'est d'ailleurs très mauvais signe en général. Hein. Vous savez, au niveau psychologique, ça aussi, ça se vérifie. Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc le cerveau des enfants, comme je le disais, hein, est prédisposé à apprendre. Eh bien oui, c'est scientifique et ça, personne ne pourra le contredire. Simplement, le problème, c'est que les parents, dans les 3/4 du temps, ne leur apprennent rien. Voilà, là est le problème. Je suis désolé, c'est durement dit, mais c'est vrai. Voilà. Donc encore faut-il leur apporter les connexions nécessaires à leur enrichissement. Si un enfant est seul et n'est pas connecté, j'appelle ça, hein, à un apprentissage, il ne s'enrichit pas automatiquement. Il faut lui apporter de la connaissance, il faut que tous les circuits neuronaux puissent s'activer. Si ce n'est pas le cas, aussi intelligent que l'enfant pourrait être, il ne développera rien du tout. C'est évident, n'est-ce pas? Il y a une forme de stimulation à apporter le plus tôt possible. Alors il se trouve que cette zone du cerveau, hein, le préfrontal, la zone inhibitrice, se développe lentement et tardivement. Voilà le gros problème, hein, évidemment. D'où notre préférence, hein, pour les impulsions et pour le mode intuitif. C'est bien ça le problème. Malheureusement. Hein. Pourquoi? Parce que ce processus mental d'inhibition, en général, il démarre vers l'âge de 12 mois. Oh là, j'y arrive plus, pardon. Pourquoi? Parce que cela correspond à peu près à la maturation du cortex préfrontal. C'est justement là que naît le processus d'inhibition. Alors, 12 mois, évidemment, ça peut varier. Pour certains, c'est juste 8 mois. Pour d'autres, c'est 20 mois, hein, n'est-ce pas? Mais disons quand même que dans les premiers mois de la vie d'un bébé, il est parfaitement possible de stimuler cette zone. Et encore une fois, plus on va l'éveiller, plus rapide sera le développement. C'est toujours ainsi. Mais il se trouve que la maturation du cortex préfrontal se situe à peu près vers l'âge de 12 mois. Et ces 12 mois, malheureusement, ont un aspect fatal. Pourquoi? Parce que ce développement va se poursuivre, nous l'avons dit, jusqu'à l'âge adulte. Et c'est pour cette raison que nous éprouvons tant de difficultés à employer aisément cette faculté d'inhibition. Pourquoi? Parce que pendant les 12 premiers mois, le bébé, s'il n'a pas été stimulé, aura tendance naturellement à faire marcher son système heuristique. Évidemment, puisque le cortex préfrontal n'est pas encore arrivé à maturation. Donc, il n'est pas encore capable d'utiliser parfaitement cette fonction de pensée réflexive. Donc, évidemment, le bébé, pendant ces 12 mois, acquiert beaucoup d'automatismes. Et qu'est-ce qu'il va faire après ces 12 mois? Il va continuer de les reproduire jusqu'à l'âge adulte. Donc, s'il n'y a pas l'intervention d'un adulte pour l'éveiller, hein, c'est pour ça qu'il faut insister énormément sur cette faculté mentale, sur ces notions d'inhibition avec les enfants. Si vous les laissez faire, évidemment, ils réagissent par automatisme, par impulsion. Alors, c'est pas une mauvaise chose, mais s'ils ne développent pas, il faut toujours qu'il y ait un but de développement réflexif pour que l'enfant se développe correctement, pour que surtout ils prennent conscience de l'importance de lutter contre leur instinct, en quelque sorte, hein, et leurs automatismes. Il faut apprendre à lutter, n'est-ce pas? À inhiber temporairement, on apprend ça. Alors par exemple, le plus flagrant, c'est lorsque l'enfant apprend à lire et à écrire. Qu'est-ce qui se passe? Il est confronté à certains problèmes d'apprentissage, c'est évident, hein, comme tous les enfants. Il va être obligé de développer une certaine résistance cognitive. Encore un terme qui revient très important. Résistance cognitive face à l'effort. Résistance psychologique. Ça va se retrouver dans l'apprentissage musical, automatiquement. Tous les enfants qui ont eu cette éducation réflexive, lorsque vous les mettrez après en situation artistique, tout va se retrouver. C'est ainsi. Ça, on va le voir, hein, au fur et à mesure, hein, de cette conférence. Et donc, ce que je voulais dire, oui, c'est que l'inhibition intervient assez fréquemment lors de problèmes classiques. Je parle de l'apprentissage, hein, de la lecture, hein, un problème classique donc rencontré concernant les confusions entre les lettres B, D, B et P par exemple. Hein, alors qu'est-ce que c'est ça en fait, ces mécanismes qui ressurgissent parfois? Ça s'appelle la généralisation en miroir. La généralisation, pardon, je n'arrive plus à articuler donc, en miroir. Nous allons le développer un peu plus tard. Donc il faut inviter l'élève à prendre conscience, toujours, hein, la fameuse prise de conscience. Hein, souvenez-vous, hein,
le passage d'un mode inconscient au conscient par un effort cérébral et par une mobilisation, un embrasement de toutes les zones du cerveau. Encore une fois, vous voyez, toujours la notion de réflexion et d'intervention de son cerveau. Il faut donc inviter l'enfant à prendre conscience, ou l'élève, peu importe, à prendre conscience de son erreur. L'erreur, c'est quelque chose qui est très important, l'erreur. Et à inviter à se corriger en inhibant temporairement, je le répète, avant que tout le monde me saute dessus, ses réflexes. Et donc, afin de pouvoir clairement distinguer, séparer chaque lettre. Donc ce phénomène est très important à comprendre parce qu'il faut savoir qu'il explique aussi les problèmes de dyslexie, par exemple. On n'a pas le temps, je ne vais pas m'attarder sur tout parce que sinon je n'aurai pas le temps, d'accord? Mais voilà, ça c'est encore une autre piste à exploiter. Et donc nous avons en nous cette capacité, alors là je vais vous parler un peu de cette fameuse généralisation en miroir, je suis passé un peu rapidement dessus mais je vais vous la détailler un petit peu. Nous avons tous en nous cette capacité donc à reconnaître un animal sous différents angles, c'est naturel, d'en haut, d'en bas, sur le côté. Et cela nous a été apporté par nos ancêtres, voilà, pour reconnaître un prédateur. Vous savez, on a énormément de chances comme ça dans nos gènes qui nous ont été apportés depuis très longtemps. C'est un mécanisme d'autodéfense, un mécanisme cérébral inné. Tous les enfants sont capables d'identifier un tigre, par exemple. Oui, peu importe l'angle de vision, ils vont vous dire que c'est un tigre, ils vont le reconnaître, c'est comme ça, la perception ne change pas. C'est ce que l'on appelle la généralisation en miroir. En ce qui concerne la lecture, cette généralisation en miroir, qui est un mécanisme cérébral inné, je le répète, elle est dérangeante. Eh bien oui, parce qu'elle est responsable de confusion entre certaines lettres, justement les lettres symétriques, le B, le D par exemple. Cette espèce de symétrie empêche les élèves de pouvoir raisonner logiquement, parce que naturellement, leurs mécanismes ressurgissent et ils appliquent la généralisation en miroir, et donc les problèmes réapparaissent. Et donc là, voilà un très bel exemple. Qu'est-ce qu'il doit faire l'enfant? S'il raisonne par intuition, il est mal barré. S'il raisonne juste par impulsion et pas avec son système heuristique, il risque pas de progresser. Et d'ailleurs, c'est le rôle du professeur de le faire évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va développer ses fonctions cognitives. Voilà un très bon exemple. Il va faire preuve d'inhibition afin d'effacer temporairement le temps de la lecture, évidemment. Cette généralisation en miroir, vous voyez, c'est là que je dis que la pensée réflexive, ce mode de réflexion algorithmique, est supérieur au mode intuitif. Pourquoi? Parce qu'il est capable de passer par-dessus ces réflexes, mais sans les effacer. C'est un complément, un parfait complément pour le développement intellectuel. Et c'est d'ailleurs, c'est même pas un complément, c'est la chose principale. Encore une fois, la réflexion ne nuit pas à l'intuition. Les gens pensent toujours que réfléchir c'est un gros mot et que voilà, on n'est pas capable forcément de le faire. Mais non, c'est tout le contraire justement. Bref, bon, voilà donc un des premiers stades importants, on peut dire, de la vie d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'il va prendre conscience de l'importance de sa pensée réflexive et du processus d'inhibition cérébrale. Cette inhibition qui fait également, il faut le savoir, intervenir certains sentiments, comme l'émotion, la surprise, le regret. Alors là aussi, vous voyez, on en arrive encore toujours à ces fameux facteurs de protection psychologique, c'est au niveau de l'attachement, au niveau du mental, c'est-à-dire que l'on découvre mentalement, cela permet de réguler nos émotions. Voilà, vous voyez, là encore une relation directe entre l'inhibition et les facteurs de protection. Vous voyez, comme quoi l'inhibition ne va pas seulement agir plus tard, non seulement sur le développement intellectuel de l'enfant, mais également le développement émotif. Et encore, on pourrait dire encore même psychologique, biologique, social, communicatif, etc. Ça me paraît être vraiment l'élément le plus important, encore une fois. Les enfants donc doivent apprivoiser leurs différents états d'âme grâce au soutien et aux explications de leur entourage, toujours l'entourage, l'interaction avec l'environnement, toujours. Ils devront apprendre qu'une faute doit être le moteur de progrès. Ça, c'est une des bases de l'apprentissage musical. Les enfants qui ne l'acceptent pas ne sont pas prêts à étudier un instrument. Je le répète toujours. La faute est le moteur de progrès et non la cause d'un découragement. C'est compliqué à accepter pour l'enfant et pourtant c'est parfaitement vrai.
Et c'est en effet, vous savez, moi, ma prof me disait toujours à l'époque, parce que je m'énervais moi-même, parce que je faisais des fausses notes, ou j'arrivais pas à ceci, à cela, mais c'est toujours, mais bon, déjà, et de un, c'est pas grave, hein, ce n'est pas ça qui compte le plus, mais en plus, par-dessus le marché, c'est parce que l'on fait une fausse note que l'on apprend à réfléchir. C'est évident, c'est parce que et d'ailleurs c'est pareil avec les enfants, lorsqu'ils font une bêtise, c'est parce qu'ils se trompent que les parents sont là, enfin sont soi-disant là, pour leur apprendre à réfléchir. C'est la base de tout ça. Ils doivent leur faire toujours prendre conscience, encore une fois, vous voyez, toujours là, les mêmes termes qui vont revenir tout au long de la conférence. Réflexion, inhibition, prise de conscience. Il doit faire prendre conscience à l'enfant de son erreur afin qu'il puisse agir dessus. C'est parce que l'on développe une pensée réflexive que l'on devient capable d'anticiper les futures fautes. Vous voyez, là, je vous renvoie à l'introduction où je disais que la pensée réflexive était très importante pour agir, pour pouvoir, pour pouvoir réfléchir avant l'action, pendant et après. Et ben, vous voyez, on est au niveau de l'activité musicale. Mais là, encore une fois, on le retrouve dès tout petit. Tous ces principes se retrouvent dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Il est très important de les développer, encore une fois, vous voyez. Tout va se retrouver, tout va s'enchaîner. Et donc l'enfant peut ainsi apprendre à modifier le cours de ses actions. Il devra accepter le fait que son jugement personnel, alors ça c'est également, c'est une phrase qu'on devrait mettre en gros, encore une fois, dans toutes les écoles, et les écoles de musique surtout. L'enfant doit accepter, l'enfant ou l'adulte, mais surtout l'enfant, a priori, doit accepter le fait que son jugement personnel soit perturbé par une erreur, puis réorganisé et amélioré grâce à l'enrichissement de la réflexion. Voilà, ok. Ça, ce genre de phrase, c'est c'est à mettre, à entourer, à souligner, à se mettre dans la tête. Hein, d'accord, ok. Bref. Donc, ben voilà, il apprend en fait à ne. Si vous voulez, c'est ça qui est rigolo, c'est que quelque part, l'enfant, il apprend à ne pas se tromper, mais il apprend aussi à se tromper. Ben oui, c'est la vérité, quelque part, quand on y réfléchit. Il apprend à se tromper, pourquoi? Parce qu'il apprend les mécanismes, il découvre d'abord inconsciemment, et puis après consciemment par les explications de son professeur, ou l'enfant par les explications de ses parents. Il apprend consciemment ce qui l'a amené à une erreur, donc il apprend à se tromper. Pourquoi? Et le fait d'apprendre à se tromper va lui servir pour apprendre à ne plus se tromper, c'est évident. Mais s'il n'y a pas cette erreur et l'acceptation et la résilience et le fait de passer par-dessus, il n'y a pas de développement, c'est évident. Bon, bref, ok, voilà. Le plus important est d'arriver à supprimer donc temporairement ces automatismes et ces mauvaises connexions. Bon, en conclusion, pour l'instant, on va conclure pour aujourd'hui. Les pratiques éducatives des parents et des professeurs, on le voit bien, j'insiste bien dessus, et c'est une belle critique que je fais au passage dans la société actuelle, mais ils jouent un rôle primordial. C'est le plus important pour la construction de la personnalité. Cette construction de la personnalité va agir après tout au long de notre vie. C'est notre fort intérieur sur lequel on va s'appuyer en situation de difficulté. Cela va nous aider pour construire une résistance psychologique face à l'effort, une résistance psychologique dans les situations problématiques. Qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va tout de suite se rattacher à ses moyens, ses fonctions cognitives, sa base sécurisante. C'est extrêmement important. Elle contribue au bon développement de l'esprit critique aussi, on en parlera. C'est ainsi que l'on pourrait définir l'intelligence humaine. C'est une sorte de définition, attention, d'accord, c'est tellement vaste. Ce système d'arbitrage que l'on a intérieurement prend toute son importance avec l'évolution du cerveau de l'enfant. D'accord ? Ce mode de fonctionnement algorithmique peut avoir un très fort impact sur son évolution intellectuelle. Mais aussi, encore une fois, là j'élargis un peu, sur son intégration sociale. Je développerai tout ça au fur et à mesure. Sa capacité à communiquer, à échanger, à s'exprimer, à avoir confiance en soi aussi, c'est évident. La prise de conscience induit automatiquement une confiance en soi, c'est évident. Donc c'est un processus, à mon sens, essentiel, qui interagit dans de nombreux domaines, pourrait-on dire. Et cela contribue fortement à l'épanouissement personnel. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et la prochaine fois je commencerai à traiter plus en détail justement tout ce que j'ai pu dire précédemment et concernant l'éducation réflexive de l'enfant. Voilà, merci.